On n'avait pas vraiment prévu que ça durerait aussi longtemps. Juste une petite pause pour détendre l'atmosphère. Juste après, toute la nuit s'est écoulée. Un amour éternel. Ils t'ont appelé pour te dire, Hé, tu sais quoi? On a changé d'avis. Non, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Est-il trop tard maintenant? Non, c'est un peu trop tard. C'est trop tard. Qu'est-il arrivé aux membres du groupe légendaire? Les Commodores? Ce groupe nous a laissé des chansons et des souvenirs inoubliables. Mais ses membres n'étaient pas toujours animés du même bonheur. Alors, vous aimeriez réunir à nouveau les Commodores? Oh là là, oui, alors pourquoi pas? Depuis 30 ans, j'essaie de faire ça. Saviez-vous que certains membres ont même connu des fins tragiques et déchirantes? Qu'est-ce qui a mal tourné? Et comment les choses ont-elles pu finir si mal pour certains d'entre eux? Examinons de plus près leur vie pour le découvrir. Ils étaient sans doute le plus grand groupe de soul au monde à la fin des années 70 et au début des années 80. Mais avant de devenir célèbres, ils n'étaient qu'un groupe d'amis d'université essayant de faire de la musique. Legends de la Motown. Les Commodores ont dominé les charts dans les années 70. Vous vous souvenez probablement d'eux avec leurs tubes majeurs comme Brick House, Easy at Three Times a Lady. Le groupe est né de deux petits groupes d'étudiants, les Mystics et les Jays, formés à l'université Tuskegee en Alabama. Parmi les membres des Mystics figuraient Lionel Richie, Thomas McCleary et William King. Rien de tout cela ne serait arrivé si un jeune homme du nom de Thomas McCleary n'avait pas entendu quelqu'un siffler dans la file d'attente d'une université du sud des États-Unis. Cette personne était Lionel Richie. Thomas McCleary, guitariste, a raconté sa rencontre avec Lionel Richie lors d'une interview. Thomas faisait la queue pour s'inscrire à l'université de Tuskegee lorsqu'il a entendu quelqu'un derrière lui siffler un morceau de jazz d'Eddie Harris. Alors il se retourna et lui demanda « Êtes-vous musicien ?» Le jeune homme, timide, répondit « Non, pas vraiment. » Thomas expliqua qu'il formait un groupe pour le concours de talent des premières années et cherchait des musiciens. Le jeune homme, Lionel, dit qu'il habitait à proximité et qu'il pourrait réunir quelques musiciens pour une audition chez sa grand-mère, de l'autre côté de la rue. J'étais stupéfait par son innocence. Et on était tous les deux en première année, et j'étais déterminé à trouver des mecs pour monter un groupe, parce que je voulais rencontrer des filles. Quand Thomas est arrivé chez la grand-mère de Lionel, il a été surpris de voir Lionel descendre les escaliers en jouant du saxophone. Thomas a ri et a dit « Je croyais que tu avais dit que tu n'étais pas musicien. » Bah, Lionel répondit humblement « Je joue un peu. » Thomas comprit alors que Lionel était parfait pour le groupe. Notre chanteur avait été mobilisé pour la guerre du Vietnam, et nous avions besoin d'un remplaçant. J'ai dit « Hé mec, tu as l'air génial. » Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai l'air génial. Oui, tu as l'air génial. Il ne se rendait même pas compte qu'il avait ce don. Non, il ne l'avait pas. Un type très innocent, juste, vous savez. Le groupe s'est produit au concours de talent des étudiants de première année et, à leur grande surprise, a gagné. N'ayant pas leur propre matériel, ils ont emprunté à un autre groupe du campus, les Jays. Lorsque certains membres des Jays ont obtenu leur diplôme, Thomas et ses amis les ont rejoints. Ils avaient besoin de matériel et les Jays de plus de membres. Parmi eux, on comptait André Callahan, Michael Gilbert et Milan Williams. Lorsque ces 6 étudiants talentueux ont uni leurs forces, ils ont décidé de donner un nouveau nom à leur groupe. William King a trouvé le nom Commodores par un heureux hasard. Un jour, il a ouvert un dictionnaire, a parcouru la page du doigt et est tombé sur Commodore. Il a ri, disant qu'ils avaient eu de la chance, car ils auraient pu se retrouver avec un nom beaucoup moins attrayant, comme les Commodes. Vous étiez, vous savez, l'un des sons fondateurs d'une sorte d'ambiance funk. Nous voulions donner une nouvelle direction à la musique. Thomas McCleary a raconté les débuts. Quand il conduisait toute la nuit pour se rendre à New York, espérant trouver une occasion de se produire sur scène. Mais d'abord, le groupe devait convaincre la grand-mère de Lionel de le laisser partir en tournée. Lionel était censé travailler dans une usine de bombes à Joliet. Dans l'Illinois, sa grand-mère était donc inquiète. Ils lui avaient tous promis de ne pas s'adonner à la drogue ni à l'alcool. Après quelques petits boulots, ils avaient économisé juste assez d'argent pour partir. Cependant, ils se sont retrouvés à court d'argent sur l'autoroute du New Jersey. Arrivés à un péage, ils n'avaient pas les 4,5 $ nécessaires pour passer. Le péager regarda leur camionnette bondée et dit « Je vous crois, car si vous aviez eu de l'argent, vous auriez loué un camion de déménagement. » Lorsqu'ils arrivèrent enfin à New York, les choses ne se passèrent pas sans heurts. Ils se rendirent au YMCA, espérant échanger un peu de travail contre une chambre. Mais à leur retour, ils découvrirent que tout leur matériel de musique avait été volé.
sans argent ni instrument. Ils se sentaient désespérés. Ils se retrouvèrent dans un endroit célèbre de Harlem, le Smalls Paradise, où se produisaient souvent de grands orchestres. Un type leur proposa de les aider à récupérer leur matériel s'ils payaient $50, mais ils n'en avaient pas. Étonnamment, cet homme, qui deviendra plus tard leur manager, Benny Ashburn, leur prêta l'argent. Il leur a même organisé une audition aux Smalls. Ils ont impressionné tout le monde en dansant et en jouant simultanément, ce qui était nouveau pour le public. Leur performance a donné naissance à une excellente relation avec Benny, qui a contribué à lancer leur carrière. Chez Smalls, ils ont même poussé Benny Ashburn à devenir manager du groupe. Il a rencontré son amie de longue date, Suzanne DePass, que Berry Gordy a embauché pour l'aider à attirer de nouveaux talents sur son label. Gordy avait confiance en Suzanda, car elle avait déjà du succès dans le monde de la musique. L'un des premiers projets de Suzanda chez Motown fut de collaborer avec un jeune groupe, les Jackson 5, qui venait de passer au Ed Sullivan Show et commençait à devenir très populaire. Pour les aider à se développer davantage, les Jackson 5 avaient un besoin d'un groupe pour assurer leur première partie en tournée. Les Commodores étaient réputés pour leurs concerts exceptionnels, et Suzanne a donc pensé qu'ils seraient parfaits pour assurer la première partie des Jackson 5. Les Commodores ont eu l'opportunité de tourner avec les Jackson 5 pendant 2 ans. Cette expérience les a rendus plus populaires et leur a permis de prouver leur talent sur une grande scène. Après la tournée, Berry Gordy a été suffisamment impressionné pour signer avec les Commodores leur premier contrat d'enregistrement avec Motown, lançant ainsi leur brillante carrière musicale. Les Commodores ont commencé à se faire connaître avec leur chanson instrumentale Machine Gun. Ce morceau est devenu populaire lors d'événements sportifs et a même été utilisé dans des films comme Boogie Nights et Looking for Mr. Goodbar. Il a atteint la première place, la 22 et du Billboard Hot 100. Une autre chanson, I Feel Sanctified, était un morceau funky qui a inspiré des groupes comme Wild Cherry, qui a enregistré le célèbre Play That Funky Music. Les Commodores ont même fait une brève apparition dans le film Thank God It's Friday de 1978. Ils y ont interprété leur chanson énergique Too Hot to Trot lors d'un concours de danse. Leurs tubes Brick House et Easy y ont également été repris. Départ de Lionel Richie du groupe. Tu ne voulais pas quitter The Commodores? C'est vrai, je n'en avais aucune intention. Je pars toujours du principe qu'on se dit « Ok, je suis Lionel Richie maintenant. Je suis prêt à voler de mes propres ailes. » Cependant, face au succès, le groupe a décidé de faire une pause dans les enregistrements et les tournées. À cette époque, Lionel Richie, le chanteur principal, décide de travailler sur un album solo, encouragé par Motown. Son album rencontre un immense succès, ce qui pousse Richie à se lancer dans une carrière solo. Mais ce choix ne plaît pas à tout le monde au sein des Commodores. Et même aujourd'hui, on a du ressentiment. On n'avait pas vraiment imaginé que ça durerait aussi longtemps. Est-ce que ça va être une petite pause pour détendre un peu l'atmosphère? C'est juste que juste après, All Night Long est arrivé? Oui, un amour sans fin. Ils t'ont appelé pour te dire « Hey, tu sais quoi? On a changé d'avis. » Non, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Est-ce que trop tard maintenant? Non, c'est un peu trop tard. C'est trop tard. C'est un peu trop tard. Un peu tard maintenant. Les Commodores continuèrent sans Richie. Mais la situation changea. William King, l'un des membres fondateurs, s'exprima ouvertement sur la séparation lors d'une interview en 1985. Il confia qu'il n'était pas contrarié uniquement par le départ de Richie. C'est sa façon de partir qui a fait mal. King a expliqué que Richie n'arrêtait pas de promettre de revenir au groupe après chaque projet sur lequel il travaillait en dehors des Commodores. Richie avait d'abord dit qu'il reviendrait après avoir travaillé avec Kenny Rogers, puis avec Diana Ross, et enfin après son propre album solo. À chaque fois, le groupe se retrouvait dans l'expectative, incapable de tourner ou de créer de nouveaux morceaux, les promoteurs refusant de les engager sans Richie. King utilisa un exemple frappant pour expliquer l'importance de l'événement. Il demanda s'ils engageraient les Beatles sans Paul McCartney. Pour les Commodores, Richie était leur McCartney, un élément essentiel de leur son et de leur attractivité. Mais au lieu de rompre définitivement ou d'annoncer directement au groupe qu'il ne reviendrait pas, Richie les a laissés dans l'incertitude. Le groupe a finalement décidé de poursuivre sans lui, mais le processus a laissé des traces. Richie, quant à lui, a déclaré lors d'interviews qu'il ne voulait pas les laisser en plan. Il pensait vraiment retourner au groupe. Mais en travaillant sur d'autres projets, il a découvert qu'il appréciait la solitude. Il appréciait la liberté de ne pas être lié à un groupe et a eu du mal à revenir.
Pourtant, du point de vue de King, l'attente et l'incertitude étaient difficiles à pardonner. Alors, vous aimeriez reformer les Commodores? Oh, mon Dieu. Oui, ça fait 30 ans que j'essaie de faire ça. King a également évoqué l'impact de la perte de Richie sur leur succès. Au début, le groupe pensait s'en sortir sans lui. Ils faisaient de la musique ensemble depuis des années. Et beaucoup pensaient que le son du groupe provenait de la collaboration de tous ses membres. Mais aux yeux du public, Richie apparaissait comme la star principale. On pensait que Richie avait produit, arrangé et écrit tous les plus grands succès des Commodores. Même s'il en avait écrit beaucoup, le reste du groupe avait également joué un rôle important. Après le départ de Richie, ils ont réalisé qu'une grande partie de leur public ne s'intéressait au groupe que s'il en faisait partie. Cela a eu un impact considérable sur le groupe, tant en termes de popularité que de revenus. Cependant, l'autre membre du groupe, Thomas McClary, a partagé ses impressions sur la querelle interne. Il a souligné que la jalousie peut être un sentiment dangereux. Il a fait l'éloge de Lionel Richie, déclarant « McClary estime que même si certains membres du groupe refusent d'admettre le talent de Lionel, cela ne change rien à son talent. » McClary a également mentionné que William King est souvent perçu comme un problème. Il a ajouté « Il trouve aussi que Walter Orange, un autre membre du groupe, écoute trop King, ce qui aggrave la situation. » Lorsqu'on lui a demandé s'il aimerait une réunion des Commodores, McClary était enthousiaste et a déclaré « Il a parlé des près de 30 ans qu'il a consacrés à la concrétisation de ce projet. Il a partagé un souvenir de 2008, lorsque Lionel l'avait invité, lui et Ronald Lepred, à se produire ensemble en Nouvelle-Zélande. Les fans sont ravis de les revoir sur scène. » McClary a également mentionné qu'en 2009, Lionel souhaitait qu'ils se produisent au Essence Music Festival de la Nouvelle-Orléans. Ils ont tenté d'inviter les autres membres du groupe, mais l'amertume était trop forte. Certains n'ont pas parlé à Lionel depuis 40 ans. McClary se sent frustré et déclare « Il est clair qu'il espère un jour où ils pourront tous se retrouver. » Après le départ de Lionel Richie, il a été remplacé par Skylar Jett comme co-chanteur. Un autre membre fondateur, Thomas McClary, a décidé de quitter le groupe. Il souhaitait se lancer dans une carrière solo et créer un label de musique gospel. Dans une récente interview, il a expliqué pourquoi lui et Lionel Richie avaient quitté le groupe. McClary a expliqué que les choses changeaient au sein du groupe. Il a remarqué que certains membres n'étaient plus aussi passionnés par la musique. Ils étaient distraits par d'autres choses de leur vie. Cela lui a donné le sentiment qu'il devait contribuer à la solidité du groupe. McClary a également évoqué le triste décès de Benny Ashburn, leur manager de longue date et un élément important du groupe. Sa disparition a touché tout le monde. C'était difficile, car McClary avait l'impression que le groupe gagnait, mais que certains membres ne jouaient pas à leur meilleur niveau. Il comparait cela à une équipe sportive. Même si ce n'est pas vous qui marquez les points, vous voulez quand même que l'équipe gagne. Après avoir quitté les Commodores, McClary et Lionel Richie ont travaillé sur des projets avec d'autres artistes. Ils ont écrit des chansons ensemble pour Kenny Rogers et Diana Ross, dont une pour le célèbre film Endless Love. McClary voulait rappeler à tous qu'ils réussissaient très bien, même si tout le monde ne partageait pas le même avis. Après le départ de McClary, il fut remplacé par le guitariste et chanteur Sheldon Reynolds. Reynolds apporta une nouvelle énergie au groupe. Mais peu après, les Commodores se retrouvèrent alors sans guitariste. William King, trompettiste, décida alors de prendre la relève à la guitare lors de leur concert. Quelques années plus tard, un autre membre important, le claviériste Millen Williams, quitta le groupe. Mais avant de partir, il a vécu une expérience terrifiante. Il pilotait un avion monomoteur lorsqu'un incident s'est produit. Il a dû faire un atterrissage forcé sur une autoroute très fréquentée de Phoenix, en Arizona. La situation était très dangereuse. Mais heureusement, Millen et l'attaché de presse du groupe sont sortis indemnes de l'avion. L'avion, en revanche, a pris feu et a été complètement détruit. L'incident aurait pu mal finir, mais les deux hommes ont eu la chance de s'en sortir indemnes. Plus tard, Millen Williams a décidé de quitter le groupe. Sa décision a été très importante, car il a refusé de se produire en Afrique du Sud pendant l'apartheid. À cette époque, les Noirs et les Blancs étaient traités de manière très différente et injuste. Millen défendit ce qu'il croyait juste, mais ce choix créa de vives tensions au sein du groupe. Son départ marqua la fin de la formation originale des Commodores, qui avait connu un grand succès. Après son départ, le groupe commença à changer de style et s'éloigna du son funky qui avait fait sa renommée. Ce fut une période difficile pour le groupe, qui cherchait à trouver sa nouvelle identité sans l'un de ses membres clés. Malheureusement,
Cette histoire se termina mal pour Milan Williams. Quelques années après son départ des Commodores, on lui diagnostiqua une leucémie, un type de cancer. Il a lutté avec acharnement contre la maladie. Mais après 2 ans de lutte, il est décédé en 2006. Sa disparition a été un coup dur pour le groupe et ses fans. Nombre de ceux qui aimaient les Commodores ont été bouleversés par la nouvelle de son décès. Milan n'était pas seulement un grand musicien, il a aussi joué un rôle important dans l'histoire du groupe. Le groupe a également dû faire face à d'autres défis. Ronald Lepred, le bassiste, a lui aussi quitté les Commodores pour s'installer en Nouvelle-Zélande. Il a dû faire face à ses propres problèmes après avoir quitté le groupe, et sa vie a également changé. La perte de Milan et les changements au sein du groupe ont rendu plus difficile pour les Commodores de préserver leur esprit d'origine. Facile comme un dimanche matin. Comme beaucoup de groupes de longue date, ils ont rencontré de sérieux problèmes financiers et juridiques parmi leurs membres. Ces problèmes concernent principalement le nom du groupe et le partage des revenus de leur musique. Les membres originaux ayant suivi des chemins différents, il est devenu plus difficile de se réunir sans tension. Les ennuis ont commencé lorsque McCleary a commencé à utiliser le nom The Commodores en 2013 pour son propre groupe, tandis que King et Orange continuaient de se produire sous ce nom avec différents musiciens. Cela a semé la confusion parmi les fans et a nécessité une action en justice. Cela a donné lieu à une longue bataille juridique avec d'autres membres du groupe, dont William King et Walter Orange. En 2018, un tribunal de Floride a rendu une décision en faveur des membres restants de The Commodores. Le tribunal a statué que seuls pouvaient utiliser le nom du groupe par l'intermédiaire d'une société qu'ils avaient créée. Le tribunal a invoqué 2 raisons principales pour justifier sa décision. Premièrement, ils ont affirmé que les membres originaux, qui continuaient à se produire ensemble sous le nom de The Commodores, détenaient des droits de marque sur le nom en common law. Cela signifie qu'ils avaient le droit légal d'utiliser le nom, puisqu'ils étaient les seuls à être encore actifs au sein du groupe. Deuxièmement, divers accords conclus par le groupe au fil des ans montraient que la propriété du nom était partagée entre tous les membres, mais qu'aucun membre ne pouvait l'utiliser seul s'il quittait le groupe. Le tribunal a statué que les membres originaux restés au sein du groupe conservent les droits sur le nom, même en cas de départ d'un membre fondateur. McCleary a pu se présenter comme un membre fondateur des Commodores, mais il ne pouvait pas utiliser ce nom pour promouvoir sa musique ou lui-même. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas appeler son groupe The Commodores featuring Thomas McCleary ou The 2014 Commodores, car cela aurait pu induire les fans en erreur quant au groupe auquel ils adressaient leur nom. Au fil du temps, la musique des Commodores a évolué de leur sonorité funky originelle vers un style pop plus commercial. En 1984, ils ont recruté James Dean J.D. Nicholas comme chanteur principal aux côtés de Walter Clyde Orange, le batteur. Cependant, après une période sans grand succès, ils ont finalement retrouvé le succès en 1985. Cette année-là, ils sortent leur dernier album chez Motown Records, Night Shift, qui inclut la chanson Night Shift, un hommage à Marvin Gaye et Jackie Wilson. Il suscite le mécontentement de certains fans. De nombreux fans regrettaient le son entraînant d'antan et doutaient du nouveau style pop. Ce changement ne résultait pas seulement d'une volonté du groupe d'essayer quelque chose de différent. L'industrie musicale était également en pleine mutation. Dans les années 80 et 90, les nouvelles technologies ont pris le dessus. Les gens ont commencé à écouter de la musique de différentes manières, notamment avec l'essor de la musique numérique. De ce fait, les maisons de disques ont encouragé des groupes comme The Commodores à toucher un public plus large. Ils voulaient vendre plus de disques, ce qui impliquait d'adapter leur musique à la popularité de l'époque. Ces changements ont compliqué la vie des groupes déjà établis. Les Commodores ont dû trouver le moyen de conserver leurs anciens fans tout en essayant d'en attirer de nouveaux. Ils ont dû relever le défi de rester pertinents dans une industrie en constante évolution. Certains fans plus anciens se sentaient exclus, tandis que les nouveaux auditeurs étaient curieux de découvrir leur nouveau son. En 2010, les Commodores ont réenregistré Night Shift en hommage à Michael Jackson après sa disparition en 2009. Cette décision leur a été inspirée par un moment fort de leur tournée européenne. Le 25 juin 2009, alors qu'ils se produisaient à la Wembley Arena de Londres, ils ont appris la nouvelle du décès de Michael Jackson. Au début, ils ont cru à une rumeur. Mais après avoir confirmé la nouvelle dans leur loge, le groupe fut profondément attristé. Le lendemain soir, lors de leur concert à Birmingham,
Ce moment a inspiré le groupe à réenregistrer Night Shift avec de nouvelles paroles, en hommage à Jackson, à l'occasion du premier anniversaire de sa mort. Les Commodores souhaitaient fusionner ces influences pour créer un son unique. Ils visaient un son brut et grivois, authentique et accessible à tous. Leur créativité a porté ses fruits et leur a valu un immense succès. Les Commodores ont vendu plus de 70 millions d'albums dans le monde. C'est un chiffre incroyable. Leur musique a trouvé un écho auprès de fans de tous horizons. Ils sont connus pour leurs mélodies douces et entraînantes qui font chanter le public. Les Commodores ont également reçu de nombreuses distinctions pour leur travail. Ils ont été intronisés au temple de la renommée de la musique de l'Alabama et au temple de la renommée des groupes vocaux. Ces distinctions témoignent du respect que leur porte la communauté musicale. Ils ont également été nominés pour 9 Grammy Awards, un événement majeur dans l'industrie musicale. Ils ont remporté un Grammy, ajoutant ainsi à leur palmarès. Au fil des ans, les Commodores sont restés actifs dans le monde de la musique. En 2020, le groupe comptait encore 3 membres clés, Walter Clyde Orange, J.D. Nicholas et William Watt King, ainsi qu'un groupe de 5 musiciens baptisés The Mean Machine. Ensemble, ils continuent de se produire dans des arènes, des théâtres et des festivals du monde entier, perpétuant ainsi la musique auprès des fans de longue date comme des nouveaux. Leur musique a touché le monde entier et leur héritage perdure encore aujourd'hui. Malgré les hauts et les bas, les Commodores restent déterminés à se produire sur scène et à honorer les légendes musicales qui les ont précédés.